Bien, donc voilà. Alors le thème général de la fête de la science cette année étant la démarche scientifique, il me paraissait assez intéressant de revenir justement sur une problématique, un concept qui a animé en fait la communauté scientifique pendant un certain nombre de siècles. C'est ce qu'on va voir déjà au départ, c'était se demander quelle était la véritable nature de la lumière en fait. Et en particulier, savoir si elle était plutôt de nature ondulatoire ou corpusculaire, donc onde ou particule. Je vais justement commencer par préciser ce qu'on entend justement par ces deux termes, onde et particule. Donc je m'appelle Sylvain Fèvre, je suis donc issu d'un laboratoire de recherche à Lannion qui s'appelle l'Institut Photon, avec une belle faute d'orthographe pour ceux qui connaissent un petit peu justement, puisque donc on parle bien de photonique ici, quoi. Donc c'est effectivement une allusion au fait qu'effectivement notre laboratoire travaille sur des photons de lumière, mais bon, c'est un acronyme bien sûr qui veut dire fonctions optiques pour les technologies de l'information. Donc en fait effectivement ça parle en règle générale de transmission de données par fibre optique ou autre, quoi. Mais bon, ça ne va pas être bien entendu le sujet de ma conférence aujourd'hui. Voilà, donc c'est un laboratoire du CNRS qui pour la région ici concerne donc l'ENSAT de Lannion et l'IUT de Lannion, mais c'est aussi un laboratoire qui regroupe des chercheurs de l'INSA de Rennes et de l'Université de Rennes. Donc voilà pour les présentations d'usage. Et donc pour ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, voilà, on va donc se demander si la lumière est donc constituée d'ondes ou de particules. Sachant donc que je vais appeler une particule, que je vais même qualifier d'élémentaire, un constituant fondamental de l'univers, c'est-à-dire quelque chose dont on ne connaît pas la subcomposition, c'est-à-dire quelque chose qui est finalement a priori la plus petite chose qu'on arrive à connaître. Donc a priori c'est un corps, un objet matériel ou une substance, mais qui est extrêmement ténu, en tout cas très localisé quelque part dans l'espace, quoi. A contrario justement d'une onde qui, elle, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu quelconque qui produit une variation des propriétés physiques locales de ce milieu, et donc elle se propage. On appelle ça un champ. Et un champ, justement, ça correspond à une zone de l'espace, voire même l'espace tout entier, qui va donc affecter les propriétés, le champ va donc affecter les propriétés de cet espace, en chaque point, en y modifiant les différentes grandeurs physiques qui sont justement relatives à l'onde. Alors tout le monde connaît l'image de l'onde qui se propage donc à la surface de l'eau. On a une perturbation au départ, c'est, je sais pas, par exemple un caillou qui tombe, et puis cette perturbation qui est donc juste une variation de la hauteur du niveau de l'eau, en fait, il se propage en fait sur toute la surface donc du milieu qui est affecté par ce champ. Et donc vous voyez bien qu'il y a une différence quand même fondamentale entre parler de particules et de parler d'ondes, c'est que la particule, a priori, c'est vraiment quelque chose de tout petit, microscopique et même nanoscopique, voire femtoscopique, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement ténu, alors que l'onde, en fait, c'est quelque chose qui occupe l'espace tout entier, quoi. Donc, a priori, c'est quand même quelque chose c'est quand même deux choses qui sont fondamentalement différentes. Alors, on va faire un bref historique. Je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, sur justement, à travers les âges, comment on s'est représenté justement la lumière, d'une manière scientifique ou pas. Dans l'Antiquité, c'était plutôt une vision a priori, on va dire, corpusculaire, même si eux, ils n'avaient pas forcément cette manière d'appréhender les choses. Mais bon, chez Aristote, il parlait de simulacre, c'est en gros les objets envoyaient une image d'eux-mêmes, quoi. Et ce qu'on percevait en fait, c'était une image microscopique, quoi, en fait, quoi, de ce que l'objet avait envoyé de lui-même, ce qu'il appelait donc des simulacres. Platon et ses solides imaginaient que c'était des tétraèdres qui avaient des formes et pas des formes, mais des dimensions différentes en fonction des différentes couleurs.
Euclide avait introduit la notion de rayon. Dans tous les cas, en fait, c'était un espèce de feu qui était émis soit par les objets, soit qui était émis par les yeux eux-mêmes, où il y avait une rencontre quelque part entre ces deux feux. Et il est intéressant de noter quand même que là, dans l'Antiquité égyptienne, on avait quand même une stèle là, qui date des Égyptiens, où on avait quand même cette représentation du soleil qui envoyait des rayons qui étaient perçus comme une myriade de petites fleurs, en fait, comme ça, de différentes couleurs, qui est finalement une vision, ce qu'on va voir, très newtonienne, en fait, de la lumière, déjà à cette époque-là. Je vais passer très vite sur le Moyen-Âge, la Renaissance, où en fait, on n'a pas spécialement eu à ce moment-là d'études très conceptuelles, en fait, de la lumière, mais plutôt empiriques. C'est quand même, alors, il faut quand même noter que c'est à ce moment-là qu'on a inventé des dispositifs tels que la lentille, qui donc va amener les lunettes, le télescope, le microscope. Donc ça, c'est Galilée, Kepler. Donc c'était très important comme époque, mais pas forcément sur un point de vue conceptuel. Sinon, au Moyen-Orient, j'ai envie de signaler quand même un certain Alhazen, qui donc lui avait justement théorisé un petit peu plus la lumière et avait définitivement compris que la lumière c'était quelque chose qui arrivait de l'extérieur et que les yeux en étaient un détecteur et non pas l'inverse comme ça pouvait être le cas avant. On pouvait penser que la lumière pouvait être émise par les yeux en fait. Alors arrive au XVIIe siècle ce fameux dilemme entre les ondes et les particules, donc dilemme qui va opposer un certain monsieur Huygens à Newton. Alors vu la notoriété de Newton et sa théorie sur la gravité, en fait, c'est largement lui qui a gagné un petit peu le combat, on va dire. Mais bon, Huygens avait introduit cette notion en fait que la lumière pourrait être des ondes, c'est-à-dire que chaque petit point en fait de la source émettait une onde sphérique et que chaque point qui était atteint par cette onde sphérique devenait lui-même source d'une nouvelle onde sphérique et qui se propageait comme ça, de proche en proche, et qui créait des fronts d'ondes qui pouvaient expliquer un certain nombre de phénomènes de manière beaucoup plus simple que la vision particulière, corpusculaire de Newton, qu'il avait quand même mis évidence dans une fameuse expérience, là, en fait, où il décompose la lumière blanche en ces différentes composantes de l'arc-en-ciel, au moyen d'un prisme. Et il voyait que derrière, en fait, si on essayait de redécomposer cette lumière-là, le rayon rouge qu'il y a derrière, c'est qu'il remet un prisme sur la partie rouge et qu'elle n'est pas redécomposée. Et ça, pour lui, c'était une preuve finalement qu'on avait vraiment séparé des particules différentes de lumière et que chaque couleur correspondait à une famille de particules spécifiques, Alors, c'est au XIXe siècle, en fait, où la théorie sur les ondes va complètement triompher, grâce à des gens comme Young, Fresnel ou Maxwell, qui va lui plus théoriser, mais Young, Fresnel, ils vont faire des expériences qui sont corroborées aussi par de la théorie, c'est-à-dire que Young, c'est plutôt l'expérimentateur et Fresnel, le théoricien. Et les interférences, la diffraction, et en particulier, je ne vais pas m'appesantir sur ces concepts-là, et la polarisation, c'est-à-dire en fait la structure transverse de l'onde, justement, qui permet d'expliquer ces phénomènes-là, amène à penser, à tout le monde à concevoir en fait que la lumière est bien une onde. Et Maxwell, il va unifier en fait en 4 équations qui paraissent relativement simples comme ça, je ne vais certainement pas m'appesantir non plus sur ces équations, mais en fait il unifie en fait tout ce qu'on connaissait à l'époque sur l'électricité et le magnétisme dans 4 équations, et donc il unifie les deux, ce qui devient donc l'électromagnétisme. Et il se rend compte que les solutions en fait de ces équations, c'est justement une onde qui se propage à une certaine vitesse qui est exactement celle qu'on a mesurée comme étant celle de la vitesse de la lumière. Donc là, tout le monde est absolument convaincu. Non seulement la lumière est une onde, mais en plus on sait quelle est sa nature, c'est une onde électromagnétique. Tout ça est sans compter un certain monsieur Albert Einstein, ici, là, qui au début du XXe siècle, en s'appuyant sur la théorie de Planck qui va être capable
d'expliquer quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer jusqu'alors, qui était le problème de rayonnement du corps noir. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il introduit, pour résoudre ce problème-là, en fait, justement, ce qu'on appelle la quantification de la lumière, par l'intermédiaire d'une constante, là, ici, H, qui va justement porter son nom, la constante de Planck. Et il dit qu'en fait, la lumière est constituée, le rayonnement du corps noir ne se fait que par échange d'énergie, mais d'énergie qui se font par paquets, en fait, des paquets, justement, d'énergie H nu, comme ça, H nu étant la fréquence de l'onde lumineuse, justement. Et donc Einstein, lui, il explique l'effet photoélectrique grâce à cette conception de quanta. L'effet photoélectrique, c'est qu'on éclaire une plaque, et on est capable, avec l'éclairement de cette plaque, d'extraire des électrons qu'on va pouvoir donc mettre en mouvement dans un circuit, donc créer un courant comme ça. Et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, justement, il fallait que la lumière, on avait besoin d'avoir une certaine longueur d'onde, d'avoir la lumière qui avait une certaine couleur, en fait. On pouvait arriver à extraire des électrons à partir du moment où la lumière elle était bleue. On n'arrivait pas à extraire des électrons avec de la lumière rouge, jaune, verte. On pouvait extraire de la lumière à partir du moment où elle était bleue, voire ultraviolette. Et donc ça, on ne comprenait pas pourquoi. Quelle que soit l'intensité de lumière qu'on envoyait dessus, si elle n'était pas au moins bleue ou ultraviolette, on n'arrivait pas à extraire des électrons. Et ça, justement, Einstein, il l'explique en disant que voilà, c'est parce que la lumière qui est bleue, elle est beaucoup plus énergétique, parce que la longueur d'onde est plus courte, donc la fréquence est plus élevée. Et c'est parce que, justement, la lumière est constituée de ces fameux quantas que Planck avait introduit, et finalement, c'était un artifice mathématique, il y croyait à peine lui-même en termes physiques. Et donc, il réintroduit en fait le fait que la lumière, c'est pas spécialement une onde, mais c'est aussi, c'est quelque chose qui est des grains d'énergie, donc quelque part des particules qui vont être capables d'être absorbées par le matériau pour émettre des électrons. Et donc, pour lui, la lumière est à nouveau de nature corpusculaire. Alors, onde ou particule ? Et bien, une fois de plus, c'est Albert qui va donner une réponse. Et sa réponse, en fait, c'est les deux, mon capitaine, à savoir que la lumière est à la fois une onde et une particule. Et il y a justement, dans ce fameux rayonnement du corps noir, lui, il arrive à trouver une formule qui met en évidence qu'il y a une partie de l'équation qui concerne des particules aléatoires, qu'on appelle le shot noise, et une autre partie, en fait, donc avec une addition entre les deux, donc c'est vraiment quelque chose de disjoint, qui représente des ondes aléatoires, c'est-à-dire en fait une onde de pression qu'il y a à l'intérieur de ce fameux corps noir. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour dire que théoriquement, maintenant, on arrive à écrire le fait que, on a vu qu'expérimentalement, on arrivait à voir que c'était des fois une onde, des fois des particules, et là, théoriquement, on dit que c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que ce sont des particules et des ondes à la fois. On va même généraliser ce concept-là, Louis de Broglie, en 1923, à toutes les particules élémentaires, c'est-à-dire les électrons, les protons, les neutrons, les quarks, tout ce qui est justement ces fameux constituants élémentaires de la matière, ou de l'univers d'une manière générale. Et donc, qui peuvent se comporter, on savait finalement, eux, on les imaginait justement comme des particules, mais on va aussi postuler qu'ils peuvent se comporter comme des ondes et qui vont être sujets à des phénomènes qui sont typiquement des phénomènes ondulatoires, à savoir de la diffraction et des interférences, avec une longueur d'onde qui est donnée là, mais qui n'a pas spécialement plus d'intérêt à développer ici. Alors bon, tout ça c'est bien joli, c'est facile à dire, mais je ne sais pas vous, mais moi c'est un petit peu compliqué de me faire une idée de quelque chose qui peut être à la fois une onde, c'est-à-dire qui remplit l'espace tout entier, et puis une particule, c'est-à-dire quelque chose qui est localisé à un endroit extrêmement fin, extrêmement ténu. Et pourtant, la physique quantique, parce que c'est donc bien de ça dont on est en train de parler, et sa bizarrerie conceptuelle qui lui est sous-tendue, donc la dualité onde-particule, onde-corpuscule,
C'est bien ce qui est à l'origine de la révolution technologique donc quantique qui a été mise en œuvre là, tout au long du siècle dernier, à savoir que grâce à ça, grâce à la théorie quantique, on a été capable de comprendre comment était structurée la matière. Jusque-là, on ne comprenait même pas comment les objets pouvaient tenir entre eux, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas pourquoi la matière ne s'effondrait pas sur elle-même, puisque c'était des forces on croyait que c'était un électron qui tournait autour d'un proton, mais bon, ça c'est donc des charges électriques. Les charges électriques s'attirent, normalement, l'électron il doit tomber sur le proton, il ne doit pas tourner autour comme ça d'une manière infinie, on ne comprenait pas pourquoi. Et cette fameuse quantification de la lumière a été à l'origine de la compréhension de la structure de la matière. Et puis donc on a compris des propriétés électriques, mécaniques, l'interaction avec la lumière, des propriétés exotiques des matériaux, les condensats de Bose-Einstein, la supraconductivité, la suprafluidité de l'hélium. Bon, ça c'est des mots un petit peu pompeux, mais bon, c'est quand même des propriétés qui ont été mises en évidence dont on soupçonnait absolument pas l'existence. Et puis l'invention de nouveaux dispositifs, lasers, transistors, circuits intégrés, qui sont la technologie que j'utilise ici là, pour vous montrer ces choses-là. Donc ça c'est un laser. Les micro-ordinateurs, c'est des choses qui sont bourrées de transistors, de circuits intégrés, et qui nous permet donc d'être dans la société qu'on a aujourd'hui. Et ça c'est uniquement dû à notre connaissance, à cette théorie quantique en fait qui a été développée au début du XXe siècle. Donc en fait, sa véracité quelque part, elle n'a pas à être démontrée. Il y a peu de théories en fait qui sont aussi bien démontrées dans la vie expérimentale que cette théorie-là. Et pourtant, elle est quand même plutôt bizarre. Plutôt bizarre, d'autant plus qu'elle est totalement probabiliste. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on est incapable de prédire avec certitude quel va être le résultat d'une expérience. Si on prend un objet quantique, on veut en faire une mesure de sa vitesse, de sa position, que sais-je, on est uniquement capable de dire que on va avoir la probabilité qu'il soit ici ou là, avec une probabilité de vitesse qui sera celle-ci ou celle-là, mais tant qu'on n'a pas fait la mesure, on est incapable de dire que la mesure sera ça et pas autre chose. En fait, il y a des probabilités que ce soit plutôt ceci plutôt que cela, mais on n'est pas capable de la déterminer justement avec exactitude. Alors ça, a priori, c'est quelque chose qui dérange personne en physique aujourd'hui, parce que toute la physique d'aujourd'hui, c'est une physique des grands ensembles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de la statistique et du hasard qui est mis un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on sait très bien décrire le mouvement d'un objet, par exemple, si je lance mon crayon, là, je serais très bien capable de décrire sa trajectoire, comme ça, avec une exacte certitude. Sauf que je ne suis pas capable en fait, de décrire cet objet si je le décris en fait, avec tous les composants, je ne suis pas capable en fait, de décrire le mouvement de chacune des particules en considérant toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les particules à l'intérieur de mon crayon. C'est à partir du moment où je le considère comme quelque chose d'unique, c'est-à-dire un crayon, enfin un pointeur comme ça, que je suis capable de dire qu'il va se comporter comme ça. Mais après, je suis capable de mesurer de prédire sa trajectoire, mais je ne suis pas capable de prédire la trajectoire de chacune de ces particules. Tout ça, c'est quelque chose de complètement statistique. Et donc, la question, c'est de savoir, ok, statistique, très bien, mais qu'en est-il s'il s'agit vraiment de particules élémentaires uniques? Et c'est donc un petit peu le sujet qu'on va essayer de voir ici, c'est de voir d'une manière expérimentale comment est-ce qu'on est capable de mettre en évidence cette fameuse dualité onde-particule. Et donc, qu'en est-il au banc de mesure? Donc en fait, c'est une expérience de pensée au départ, dans les années 60, une expérience théorique qui a été amenée par un certain Feynman, et qui disait, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de prendre une source de particules uniques, c'est-à-dire qui émet des particules les unes après les autres, on les envoie sur ce qu'on appelle des trous de Young, c'est-à-dire c'est un écran qui est percé de 2 trous. Et puis donc les particules passent par les trous. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, mais si on met un photodétecteur, enfin un détecteur derrière là ici, puis qu'on le balade comme ça,
on va avoir la probabilité de détection de particules, c'est-à-dire en fait des clics sur le photodétecteur qui vont arriver comme ça, quoi. Et puis si on le déplace d'un endroit à un autre, c'est-à-dire si on lui fait parcourir en fait tout l'espace qu'il y a derrière l'écran, enfin derrière cet écran-là, là ici, et ben on va avoir une répartition de la probabilité de détection là ici de la lumière qui va suivre cette loi sinusoïdale là ici, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des franges d'interférence, c'est-à-dire des endroits où il va y avoir de la lumière, si c'est une source de lumière, des endroits où il n'y en aura pas, quoi. De la lumière, pas de lumière, de la lumière, pas de lumière. Comme vous voyez ici, de la lumière, pas de lumière, de la lumière, pas de lumière. Et puis que si je bouche l'un des trous, là ici, bah, finalement, je vais avoir une... Alors il y aura un petit peu de diffraction qui va faire apparaître un deuxième anneau là ici, mais quelque part, on aura une répartition de l'intensité qui sera là, pour le coup, uniforme, quoi. Et ça, finalement, on sait très bien ce qu'il en est, hein, pour représenter en fait ce phénomène-là, justement, c'est la théorie ondulatoire qui nous dit ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que là, ici, on a une onde qui est envoyée sur les deux trous. Derrière chacun des deux trous, comme le disait Huygens, ils deviennent eux-mêmes des sources secondaires de nouvelles ondes sphériques. Et puis, alors à un endroit où on va avoir le même parcours qui va être effectué par les deux trajets lumineux, on va avoir ce qu'on appelle les deux ondes qui vont être en phase, c'est-à-dire qu'un minimum correspond à un minimum de l'onde, un maximum correspond à un maximum de l'onde, et ça, des ondes en phase, ça donne lieu à une frange brillante. Et puis par contre, si on se trouve à un endroit quoi, où il y a une onde qui a eu beaucoup plus de chemin à faire que l'autre, ce qui fait qu'elles sont un petit peu décalées, et le minimum de l'une correspond au maximum de l'autre, maximum correspond au minimum, les ondes sont en opposition de phase, et là, on va avoir ce qu'on appelle une frange sombre, c'est-à-dire pas de lumière. Des endroits où lumière plus lumière font beaucoup de lumière, et des endroits où lumière plus lumière font obscurité, quoi, en fait. Et ça, on sait très bien ce que c'est, hein, c'est justement ce qui a été interprété quoi, comme étant un phénomène ondulatoire. Sauf que là, c'est fait par des particules qui arrivent les unes après les autres. C'est ça, en fait, l'expérience qui devrait nous montrer qu'en fait, c'est des particules qui arrivent les unes après les autres, clic, 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 clic sur le photodétecteur qu'on déplace ici, mais finalement, il y a beaucoup plus de clics quand on est ici que quand on est là, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça n'est qu'une expérience de pensée, parce qu'on n'était pas capable en 1960 d'avoir des sources qui émettaient des photons les uns après les autres. Alors justement, c'est quoi une source à photons unique? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une source, elle émet des photons les uns après les autres? On a nos deux trous, là, en fait. On met un photodétecteur derrière chacun des deux trous, et puis on attend de voir où est-ce qu'il y a un clic. Et il y a un clic, justement, qui va se produire sur le photodétecteur D1 ou sur le photodétecteur D2, mais si c'est des particules qui sont émises les unes après les autres, on n'aura jamais les deux clics qui auront lieu en même temps sur D1 et D2, c'est-à-dire une particule elle passe soit par ce trou-là, mais jamais par les deux trous en même temps, quoi. Donc quelque part, on va avoir une détection ici de D1, une probabilité de détection qui est différente de 0, une probabilité de détection sur D2 qui est différente de 0, et on a une probabilité de détection conjointe sur D1 et D2 qui est forcément nulle, quoi, parce qu'on n'aura jamais D1 et D2 qui seront déclenchés en même temps, si ce sont justement des particules uniques. Alors que si ce sont des ondes, et bien justement, une onde, elle arrive sur les deux trous en même temps, elle se sépare en deux, il y en a une qui va vers D1, une qui va vers D2, on a la probabilité de détection sur D1, P1 qui est différente de 0, des probabilités de détection sur les photodétecteurs D2 qui est différente de 0, et la probabilité de détection conjointe qui, elle, sera aussi différente de 0, quoi. Et c'est ça qui nous dira, est-ce qu'on a une onde ou est-ce qu'on a des particules, parce que si c'est des particules, la probabilité de détection de conjointe est nulle. Si c'est des ondes, la probabilité de détection conjointe sera différente de 0. D'accord? Alors en fait, on ne va pas prendre exactement l'expérience des trous de Young, parce qu'en fait, en optique, on a un moyen de faire ça qui est beaucoup plus efficace, c'est d'utiliser en fait une lame séparatrice. Une lame séparatrice, c'est quelque chose qui va diviser la lumière en deux. 50-50, c'est qu'il y a 50% qui part d'un côté, 50% qui part de l'autre. 50% qui sont transmis, 50% qui sont réfléchis. Là, ici, on met un miroir pour renvoyer vers D1, donc tout est renvoyé vers D1. Et donc, finalement, c'est la même histoire. C'est-à-dire que si c'est des ondes,
probabilité de détection sur P1, probabilité de détection sur P2 qui sont différentes de 0, et probabilité de détection conjointe qui est différente de 0. Si c'est des particules, c'est soit vers D1, soit vers D2, mais jamais les deux en même temps. Donc j'ai probabilité P1 différente de 0, P2 différente de 0, et probabilité de détection conjointe égale à 0. Probabilité de détection égale à 0, c'est assez compliqué à faire en physique, parce que égal à 0 en mathématiques, on sait ce que c'est. En physique, le égal à 0, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'il y a toujours du bruit, c'est-à-dire que les photodétecteurs, ils font des clics alors qu'il n'y a pas de particules qui arrivent dessus. Il y a des particules qui arrivent d'ailleurs et puis finalement qui font un clic, mais ce n'était pas finalement celle qu'on avait envoyée. Donc le égal à 0, c'est vraiment difficile à obtenir, Donc égal à 0, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais il y a une petite opération mathématique qui nous permet de trouver un autre critère qui nous dit que si on calcule PC divisé par P1, donc PC divisé par P1 multiplié par P2, et bien ça, si c'est une onde, on a forcément ce facteur alpha qui doit être supérieur ou égal à 1. Donc en fait, finalement, notre critère, ce n'est pas PC égale 0, c'est alpha supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que si je mesure alpha, donc je rappelle, la mesure de détection conjointe, la mesure de P1, la mesure de P2, je fais le rapport PC divisé par P1 multiplié par P2. Si alpha, cette grandeur-là, elle est supérieure ou égale à 1, c'est une onde. Si elle est strictement inférieure à 1, ce sont forcément des particules. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire notre expérience, à savoir qu'on envoie donc on allume notre source, et puis on fait les mesures de P1, P2, PC. Donc c'est ce que Alain Aspect et Philippe Grangier, avec leur équipe à l'ENS Cachan en 1985, vous voyez que ça a quand même mis un petit peu de temps à être vérifié. Ils ont mesuré ce paramètre alpha, qui était donc de 0,18, avec une incertitude qui était de 0,06. Vous voyez qu'on est quand même très largement inférieur à 1. Donc il n'y a aucun souci sur le fait de dire que la source qu'ils ont utilisée là, c'était une source qui était constituée de particules. En fait, on n'avait pas des ondes, on avait des particules qui soit passaient par ce chemin-là, soit passaient par celui-là, mais jamais passaient par les deux en même temps. Bon, ok, très bien, on a une onde, on a une source à photons uniques. On sait qu'on a une source qui est capable de nous générer des photons émis les uns après les autres. Alors on va envoyer ça dans ce qu'on appelle un interféromètre, c'est-à-dire que tout à l'heure, là, ma fente avec les trous de Young, c'était un interféromètre. Je vais essayer de le remettre. Vite fait. Là, ici, c'est ce qu'on appelle un interféromètre, c'est-à-dire qu'on a deux sources avec deux ondes qui vont venir interférer et qui nous font notre figure d'interférence là, ici. Alors, on a dit qu'on allait plutôt utiliser une lame séparatrice, et puis maintenant, en fait, je vais en rajouter une autre en sortie. Là, je ramène avec un miroir, et je mets une autre lame séparatrice pour recombiner en fait, mes deux faisceaux lumineux, pour justement qu'ils interfèrent entre eux si justement c'est des ondes. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Et puis finalement, au lieu de déplacer mon photodétecteur, ce que je déplace, en fait, c'est le miroir. C'est-à-dire que je fais en sorte que justement, ce trajet-là, il soit différent de ce trajet-là. C'est ça qui va me permettre d'avoir une différence de phase en fait, entre mes deux ondes qui va produire ou pas les interférences, le fait que j'ai une frange brillante ou une frange sombre. Donc j'envoie des photons là-dedans, donc je sais c'est des photons uniques, il y en a un qui part comme ça, celui d'après il va suivre un autre chemin, parce que c'est des lames 50-50, donc il y a la moitié qui passe dans ce sens-là, l'autre moitié qui passe dans ce sens-là, ici pareil, mais finalement tout ça c'est des particules uniques qui arrivent les unes après les autres. Donc sur mes photodétecteurs, là, D1, DE, ce que je vois c'est des impacts qui arrivent les uns après les autres, et puis qui dessinent finalement ce qu'ils veulent, mais en fait on voit bien des impacts de photons quelque part qui arrivent les uns après les autres. Et puis si je continue à les laisser arriver les uns après les autres, voilà, ça commence à se dessiner. Et puis au bout d'un moment, je finis par voir apparaître cette fameuse figure d'interférence, là mon oscillation que j'avais tout à l'heure, qui était la signature en fait de l'onde. C'est-à-dire que j'ai bien des particules qui arrivent les unes après les autres sur mes photodétecteurs, mais ces particules en fait c'est quand même des ondes. C'est-à-dire qu'elles décrivent une figure d'interférence qui, elle, est la signature d'un phénomène ondulatoire. Donc voilà, on a bien fait expérimentalement l'expérience de pensée de Feynman, c'est-à-dire qu'après un nombre suffisant intégré de particules sur les photodétecteurs, on observe une figure d'interférence.
Ça, finalement, je vais le passer. Je ne sais pas si vous avez des questions justement sur... c'est plus visuel ça, mais ça prend un petit peu de temps. Mais c'est la même chose en fait. Pour arriver à dire qu'on a une apparition de frange d'interférence photon par photon et arriver sans aucune ambiguïté à l'observation d'un phénomène ondulatoire dans un régime de photons unique. Donc je résume, j'ai une première expérience qui me dit que le paramètre alpha est inférieur à 1, donc il n'y a aucun souci, ce sont des particules qui sont passées soit par ce chemin-là, soit par celui-là, mais jamais par les deux en même temps. J'ai une deuxième expérience qui me dit que, avec ce dispositif expérimental-là, c'est pas des particules, c'est des ondes, parce que j'observe ici un résultat de mesure qui dépend de la différence de trajet qu'il y a eu entre la longueur de trajet qu'il y a eu entre les deux bras ici de mon interféromètre. Et ça veut dire en gros que c'est une onde et donc qu'il y a forcément quelque chose qui passe par les deux chemins en même temps. Et tout ça, je vous rappelle, avec la même source, hein, c'est-à-dire qu'ici, c'est exactement la même source qui me dit que là, ici, ah ben ça c'est des particules, hein, parce qu'il y en a forcément une qui passe par là ou une qui passe par là, mais jamais les deux en même temps. Et puis, il me dit, bah non, ta source c'est une onde, quoi, parce que là, ici, quoi, je fais des interférences, donc ça veut dire qu'il y a la moitié de l'onde qui passe ici, ou la moitié de l'onde qui passe par là, quoi. Et donc tout ça avec la même source, c'est-à-dire que c'est la mise en évidence justement de cette fameuse dualité onde-particule, c'est que quelque part, tout se passe comme si la particule, elle arrive ici, quand elle dit « Ah tiens, il est en train de me demander si je suis une particule. » Donc je vais revêtir mon habit de particule, quoi, et puis je vais faire comme si j'étais une particule, puisqu'il me le demande, et ben, je vais me comporter comme une particule. Et puis là, elle arrive ici, il dit « Ah ouais, parce que bon, les photons, ils ont quand même suivi un cours d'optique ondulatoire, quoi, très, très poussé, quoi, et donc ils disent « Ah, mais ça c'est un interféromètre de Mach-Zehnder. » Donc, je vais me comporter comme une onde, et puis je vais être sympa avec lui, et puis je vais faire une figure d'interférence, quoi. On rigole, mais c'est typiquement, en fait, l'interprétation que les gens en ont, hein, aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'interprétation dite de Copenhague, c'est que finalement, les particules, enfin, les particules élémentaires, elles se comportent en fonction de la question qu'on leur pose. Et la question qu'on leur pose, quelque part, elle est... oui, là, ici, j'ai un petit dessin qui suggère, en fait, que finalement, c'est exactement comme un cylindre. Un cylindre, si vous le regardez, quoi, par cette tranche-là, finalement, il se projette comme étant un cercle. Et puis, si vous le regardez par cette tranche-là, il se projette comme étant un carré, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois un cercle et un carré, mais finalement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un cylindre parce qu'en fait, il faut s'élever dans une dimension supérieure, en fait, pour comprendre quelle est finalement sa véritable nature, quoi, en fait. Tant qu'on reste coincé dans une dimension, dans deux dimensions, là ici, on verra soit un cylindre, soit un carré en fonction de la question qu'on lui pose, quoi, en fait, finalement. Mais quelque part, c'est ni l'un ni l'autre, ou c'est les deux en même temps si on veut, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer une troisième dimension qui nous fait comprendre que finalement, c'est les deux à la fois, quoi. Et puis quelque part, ils se disent que de tout puis en plus, la question, on les pose indépendamment l'une de l'autre. On n'est pas capable de poser la même question en même temps, quoi. Enfin, les deux questions en même temps. C'est-à-dire qu'on lui demande soit est-ce que tu es une particule, soit est-ce que tu es une onde, mais on n'est pas capable finalement de poser les deux en même temps. Mais finalement, il y a encore plus fort, parce que on se dit, et si finalement, quoi, on choisit en fait de lui poser la question est-ce que tu es une particule ou est-ce que tu es une onde, à partir du moment où la particule a passé justement la première lame séparatrice. C'est-à-dire que, on a dit qu'a priori, si c'était une particule, ici, elle passe par là ou par là, et puis si c'était une onde, elle passe par les deux côtés en même temps. Finalement, comme on sait finalement quand est-ce que les particules elles sont émises, on est capable de savoir à quel moment elle va rencontrer la lame séparatrice et à quel moment elle va choisir finalement de se comporter comme une onde ou comme une particule, c'est-à-dire de choisir un chemin ou les deux, quoi. Et donc si on prend la décision de poser cette question-là ou de poser cette question-là à partir du moment où la particule elle se situe dans cette zone-là, quoi, normalement on la prend par défaut, quoi. Elle n'a pas eu le temps de reconnaître finalement quelle question on allait lui poser, quoi.
fait, la seule difficulté, c'est que c'est quand même assez difficile d'échanger en fait ce système de détection-là en celui-là, comme ça, quoi, en le temps finalement, quoi, que la particule met à traverser finalement cette zone-là. Sauf que si on se rend compte que si on enlève ce dispositif-là, puis qu'on remplace en fait finalement par à peu près la même chose de ce qu'il y a en bas, sauf la lame séparatrice, on se retrouve finalement avec le même dispositif qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il y a soit un chemin qui nous envoie vers D1, soit un chemin qui nous envoie vers D2. Ici, les deux rayons se croisent mais n'interfèrent pas du tout, parce qu'en fait, c'est justement le fait de mettre une lame ici qui va faire que les deux rayons vont se recomposer sur chacun de ces deux bouts de trajet là en fait ici, quoi. Donc finalement, c'est vraiment l'insertion d'une lame là ici, quoi. C'est juste l'insertion d'une lame ici qui nous fait passer, quoi, de la question est-ce que tu es une particule à la question est-ce que tu es une onde. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est là on va être capable justement de pouvoir insérer ou pas une lame au moment où la particule elle se situe dans cette zone là ou cette zone là comme on veut, quoi. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc on a ici les réponses des photodétecteurs, D1 D1 en bleu, D2 en rouge. Pour toutes les mesures qui ont été faites à des moments où on n'avait pas inséré la lame, ben en fait on se retrouve à avoir cette probabilité de détection là ici, c'est-à-dire quelque chose de complètement plat. Et puis si on met la lame qui est faite pour produire des interférences, ben effectivement on obtient des figures d'interférence qui sont exactement en opposition de phase l'une par rapport à l'autre, ce qui est normal. Donc finalement, on a bien à nouveau ce nouveau comportement, mais là en plus, quoi, la particule, elle a choisi finalement de revêtir son costume de particule ou son costume d'onde, bah finalement, quoi, après être rentré dans le dispositif. C'est-à-dire qu'en gros, on décide que le photon est passé par un seul chemin ou par les deux à la fois, une fois qu'il a déjà effectué son trajet, quoi. C'est-à-dire que c'est au moment là ici où il est déjà arrivé là, qu'on lui demande de passer par ici ou par là ou par les deux en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, quoi, qui est assez encore plus déroutant quelque part en termes de causalité, quoi. Je vais conclure donc en vous rappelant donc ces deux expériences qui montrent qu'avec la même source de lumière, il est possible de mettre en évidence que celle-ci est une onde ou qu'elle est constituée de particules. Ce qui, donc, je vous rappelle, quand même, remet un petit peu en question, quoi, le concept de localité, quoi. C'est-à-dire que, bon, à la fois, elle est partout, et puis à la fois, elle est à un endroit bien déterminé. Que la lumière, quelque part, choisit de se manifester d'une ou de l'autre façon, selon la manière dont on l'observe au moment où on l'observe, c'est-à-dire que c'est en fonction du système de détection qu'elle va dire « Ah bah tiens, je suis plutôt une onde » ou « Je suis plutôt une particule », et puis finalement, quel que soit le moment où on lui demande de faire ce choix, qu'elle est déjà rentrée finalement dans le système de détection ou pas, elle est capable finalement de répondre à la question qu'on lui pose. Alors ça remet quand même un petit peu en cause le concept de causalité, quoi, puisque la causalité, c'est quelque chose qui est ancré dans l'idée que la réalité est créée dans le présent et qu'il existe un front du présent avant lequel tout existe, et puis un front et puis après lequel finalement il n'y a rien qui existe. Le futur, il se construit par rapport à la situation qui est dans le présent. Là, on a vu que la dernière expérience qu'on a faite, ça remettait quand même un petit peu en question ce concept-là, quoi, puisque finalement, la question, on la pose alors que la particule, elle est déjà rentrée dans le dispositif. Donc en fait, il y a un problème de causalité là ici qui est un petit peu à revoir. Et puis finalement, le rôle de l'observateur est fondamental, puisqu'en fait, c'est en fonction de la question qu'on lui pose, c'est-à-dire que c'est finalement... oui, c'est ça, c'est en fonction de la question qu'on lui pose que la particule va se comporter, enfin que la lumière va se comporter d'une manière ou d'une autre. Donc ça remet quand même un petit peu en cause le principe du déterminisme qui est assez présent en physique classique, qui dit qu'a priori, quand on connaît la position de toutes les particules d'un système et leur vitesse, typiquement à un moment donné, on est capable de prédire l'évolution du système. Sauf que là, apparemment, en fonction de ce que l'observateur y regarde, bah finalement le système il se comporte pas vraiment d'une manière déterministe. C'est lui qui choisit finalement de la manière dont il se comporte. Voilà, donc je voudrais finir sur
quelques petites réflexions de justement tous les pionniers, là, enfin pas tous, hein, mais certains des pionniers de cette fameuse mécanique quantique. Max Planck qui nous dit que la matière en tant que telle n'existe pas. L'esprit, la conscience, est la matrice de toute matière. Donc ça, c'est publié dans The New Science. Einstein qui nous dit que la différence entre passé, présent et futur est une illusion, aussi tenace soit-elle. Ça, quelque part, c'est plus lié à ses travaux sur la relativité, mais ça s'insère très bien dans la mécanique quantique, hein, dans le sens où c'est pareil, on a montré que les particules quantiques, quelque part, elles étaient intriquées, c'est-à-dire qu'elles portaient des informations qui étaient indépendantes de l'espace et du temps. Erwin Schrödinger, qui dit que les corps matériels et les forces que nous observons ne sont rien d'autre que des formes et des variations de l'espace lui-même. Donc là, mine de rien, on est en train de dire la matière n'existe pas, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, enfin comme on les conçoit en tout cas, quoi. Et puis finalement, je finirai donc avec Niels Bohr, qui dit que quiconque n'est pas choqué par ce que dit la théorie quantique ne l'a pas comprise. Alors j'espère que vous n'avez rien compris, ou en tout cas que vous êtes bien choqué en fait par ce que je viens de vous dire, parce que ça voudrait dire justement que vous avez compris un petit peu quelque chose. Non mais en fait, c'est ça en fait ce qu'il faut bien voir ici, c'est quelque part, c'est quand même, ça a 100 ans hein, maintenant désormais, ces découvertes-là, mais c'est a priori quelque chose qui doit nous faire un petit peu changer notre paradigme sur la réalité telle qu'elle est. Hein. Je vous rappelle que je viens de dire quelque part, la matière n'existe pas, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, du moins dont on le conçoit d'une matière classique. Il est bien évident que la matière existe, quoi, dans le sens où il y a bien quelque chose là qui se manifeste comme étant quelque chose de matériel quand je touche cette chaise. Par contre, la manière dont elle se manifeste, c'est peut-être quelque chose quoi, qui dépasse un petit peu la manière classique dont on a de se le représenter, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et... voilà, c'est ça.